Bonjour à vous, pèlerins du web. À partir de moins 5000, l'Europe entre dans sa deuxième phase de néolithisation. Depuis moins 6400, les Syro-Anatoliens, qui ont suivi les deux courants distincts, le courant danubien et le courant méditerranéen, ont apporté en Europe l'agriculture et les élevages ovins et caprins, ainsi que le four de potier et la technique de la métallurgie du cuivre. Ils se sont installés sur des terres occupées par les chasseurs-cueilleurs paléolithiques autochtones, exterminant les hommes et capturant leurs femmes pour leur procréation, ou en les repoussant plus au nord et plus à l'ouest. Le passage par le Caucase est en stand-by avec simplement le développement en Transcaucasie d'une culture syro-levanto-anatolo-mésopotamienne, la culture de Choulaveri-Chomu, déjà traitée. Or, au niveau de l'humanité, une mutation va s'opérer à partir de moins 5200, puisque pour la première fois dans son histoire, le cheval apparaît comme un élément de son développement. Un élément de haute importance. La domestication du cheval fait en effet partie de la triade innovatrice majeure de l'épopée humaine, avec celle de la maîtrise de la métallurgie du bronze et celle de l'écriture. Si ces deux dernières sont l'apanage des cultures syro-anatolo-mésopotamiennes, qui vont rester leaders de l'évolution humaine pendant encore quelques millénaires, celle de la domestication du cheval appartient exclusivement aux populations de la steppe eurasienne. Par cette domestication qui aboutira à la pratique de l'équitation, les peuples des steppes tiendront leur revanche envers les populations du Proche et du Moyen-Orient. Parcourant des distances incroyables, surgissant de nulle part et de partout à la fois, chargeant au galop sur des populations pédestres médusées par tant de fougue et de violence, on les qualifiera de barbares, tout en leur prêtant des mythes fabuleux dont celui du centaure et celui des Amazones. À partir donc de moins 5200, l'Europe entre dans sa période chevaline. C'est ce fait prodigieux qui caractérise le terme proto-indo-européen. Après le résumé des épisodes précédents, il nous viendra de voir ces fantastiques et nombreuses cultures steppiques qui vont damer le pion aux fabuleuses cultures du Sud. Dans les vidéos précédentes, nous avons traité des premières cultures non paléolithiques d'Europe centrale et du Proche-Orient. Nous avons vu successivement l'apparition du Mésolithique au Levant avec les Natoufiens, la culture de Séroglazov en Ciscaucasie, le prestigieux site de Göbekli Tepe entre le Haut-Euphrate et le Haut-Tigre, l'apparition du Néolithique, c'est-à-dire de l'agriculture entre le Haut-Euphrate et le Haut-Tigre, la remarquable ville de Çatalhöyük, la culture de Mehrgar I qui voit l'introduction de l'agriculture en Inde, la culture dite de Hassuna en Mésopotamie, première culture néolithique identifiable, la culture d'Obey en Mésopotamie méridionale, la culture de Starcevo, première culture néolithique européenne, la culture de Bugnières dans le bassin pontique, la culture de Karanovo et sa célèbre nécropole de Varna sur le littoral pontique. C'est dans cette nécropole que l'on trouve les plus anciens, moins 4200 objets d'or inhumés. La culture de Samarra, troisième culture néolithique de Mésopotamie, la culture de Halaf, également en Mésopotamie, la culture de Choulaveri-Chomu, première culture transcaucasienne, la culture de Mehrgar II qui voit l'introduction de la céramique en Inde, la formidable culture de Vinça dans les Balkans, l'énigmatique culture rubanée qui suit celle de Starcevo et qui s'étend sur une grande partie de l'Europe du Nord et de l'Ouest, les disparates cultures du complexe imprimocardial méridional, l'incroyable culture de Cucuteni, la fondation de Eridu et le passage à Obeid I qui définit la différenciation sumérienne, la culture de Hamangia en Europe centrale, la culture de Samarra, première culture pré-chevaline aux portes de l'Asie centrale. Et enfin, dans la dernière vidéo, nous avons vu la culture de Xvalinx, première culture pouvant être qualifiée de proto-indo-européenne. Il nous vient maintenant à traiter de la culture Repin. Comme Xvalinx sa voisine, Repin est une culture préhistorique de la steppe pontico-caspienne qui va s'étaler dans la steppe forestière d'Europe de l'Est. À l'instar de Xvalinx et de Samarra, Repin est aussi une culture pré-chevaline, et à ce titre elle peut être classée parmi les premières cultures proto-indo-européennes. Elle s'étend de moins 5000 à moins 3700, mais certains ne l'identifient clairement que entre moins 3900 et moins 3300. En effet, sa culture matérielle archéologique est typiquement énéolithique,
chalcolithique et elle s'exprime pleinement durant le 4e millénaire. Le 4e millénaire est marqué en Mésopotamie méridionale, le pays de Sumer, par l'engagement vers la révolution urbaine avec la fameuse Uruk, la cité du futur Gilgamesh, et sa voisine Eridu, qui obtiennent leur statut de ville avec la distinction d'une hiérarchisation sociale, c'est-à-dire l'apparition concomitante d'un ordre religieux avec ses prêtres et ses temples, et d'un ordre guerrier avec ses chefs, leurs cours et leurs gardes nationales. Tous ces protagonismes résident dans une citadelle construite en hauteur et qui surplombe les quartiers résidentiels où, parmi la population, on observe une différenciation sociale, une division du travail, deuxième distinction qui caractérise le statut de ville. Cette différenciation sociale s'exprime dans le fait que l'on assiste à une spécialisation des métiers. Potier, métallurgiste, agriculteur, chasseur, tailleur de pierre et d'obsidienne, et bientôt scribe, enseignant, médecin, astronome. Cet engagement urbain vers le statut de ville est absent dans les cultures européennes de l'époque. En effet, si Eridu, fondée en -5200, est considérée comme la première véritable ville au monde, Jéricho dont la fondation remonte au 9e millénaire et dont la taille atteignait déjà 8000 habitants restera une grosse bourgade, ce n'est qu'en -4700 qu'en Europe on remarque la première cité digne de ce nom avec Solnitsata sur le bas Danube dans l'actuelle Bulgarie. Solnitsata, à l'instar de Jéricho, est une bourgade, mais de taille plus modeste, avec seulement quelques centaines d'habitants. Son développement est lié à l'exploitation du sel utilisé alors comme moyen de conservation des viandes. Dans la foulée de Solnitsata, les premières protovilles apparaissent dans la culture de Cucuteni mature. Mais, à la différence de Sumer, on ne distingue pas de nette hiérarchisation sociale dans ces bourgades et protovilles européennes. Nous avons vu la culture Cucuteni dans les vidéos La Fantastique Histoire vidéo 8.5. La hiérarchisation sociale, avec l'élection d'un chef, ne va apparaître dans les populations européennes qu'à partir du moment où les cultures initialement agricultrices et héritières des Anatolo-Syro-Levantino-Mésopotamiens vont muter en des cultures pastorales semi-nomades sous l'influence des cultures de la steppe où le cheval et l'élevage sont les facteurs déterminants. La culture Repin pourrait initialement être la composante ouest des groupes ciscaucasiens qui évoluent dans la dépression de Kumamanish dès -5000. Nous avons vu cette émergence dans la vidéo précédente, La Fantastique Histoire vidéo 8.7 avec la culture Xvalenx. Par un trait elliptique et grossier, on peut dire que la culture de Repin s'est développée à partir des cultures néolithiques locales précédentes et qu'elle s'est ensuite transformée en culture Yamna. Certains auteurs la considèrent en effet comme une étape précoce de la culture Yamna. Selon David Anthony, la culture Repin est originaire de la steppe du Badon et aurait mûri au contact de la culture néolithique Srednistog, celle-ci se différenciant de -4400 à -3900. Repin se développe indépendamment de la culture de Xvalenx. La culture Repin était bordée par les cultures d'Erivka à l'ouest sur le Dniepr et par la culture Konstantinovka, la région de Mélitopol, au sud. Ces deux cultures étant des variétés locales de Srednistog. Sa durée de vie varie selon les sources de -5000 à -3300 avec une fourchette plus solide entre -3900 et -3700 dans le cas où l'on considère qu'elle dérive de Srednistog. Bien que l'on soit obligé d'admettre qu'il existe une continuité des cultures et néolithiques pontiques commençant avec Samara
et se terminant par Yamna en ce qui concerne les rites funéraires, rien ne prouve une telle continuité. Cette affirmation reste en l'état une simple idée, aussi séduisante soit-elle. Repin, Xvalinx, Samara, Srednistog et Yamna restent des sociétés bien distinctes et indépendantes, ne découlant pas l'une de l'autre, mais s'interconnectant au cours de leur existence. Le site type de Repin s'appelle Repin Kutor. Il donnera le nom à cette culture. Il est situé sur la rive droite du cours moyen du Don, en bordure de la steppe. 50% des os retrouvés sont des os de chevaux, 20% d'os de bovins. Les os de moutons, de chèvres, de porcs et de cerfs élaves se partagent les 30% restants. Cela suggère que la viande de cheval constituait ici la partie la plus importante de l'alimentation. Sur un autre site, celui de Kizil Kak, situé en Basse-Volga, on trouve un camp de chasseurs d'antilopes occupé vers moins 3700. Le matériel osseux comprend ici 60% d'antilopes saïga, 15% de bovins, 10% de moutons. Les restes de chevaux et d'onagres, les ânes sauvages, se partagent les 15% restants. Cette différence dans la distribution de ces restes d'animaux indique que le cheval présente un gradient de concentration croissant du sud vers le nord. Les découvertes de ces os de chevaux sont déterminantes pour accorder à la région d'être l'un des premiers endroits où la domestication des chevaux a pu avoir lieu. Ce fait est déjà notable avec Samara et Xvalinx. Quel que soit le site, on constate que les os d'animaux sont principalement ceux d'animaux domestiques, notamment des bovins et des chevaux. On y retrouve également des os de chiens. Parmi les animaux sauvages, on peut aussi citer l'orignal, le castor, la chèvre sauvage, l'ours et le renard. Les arêtes de poissons sont très rares. En ce qui concerne les rites funéraires, les squelettes sont enterrés accroupis sur le dos, les jambes pliées à gauche ou à droite, la tête à l'est, parsemée d'ocre. Cela rappelle la coutume Xvalinx. Au début de la période, les sépultures sont des tombes plates, puis, à mesure que Repin progresse, les enterrements individuels sous tumulus, parfois avec des cromlèches, apparaissent et se répandent dans tout le territoire repin. En ce qui concerne l'industrie, les preuves de la métallurgie du cuivre sont attestées, comme des moules en pierre pour couler le cuivre, ainsi que des outils et quelques ornements. Le cuivre provenait de gisements locaux. Ces mines locales sont restées la principale source de cuivre pour la culture Yamna ultérieure. En ce qui concerne la céramique, les styles et la technologie de la poterie indiquent des liens culturels avec les cultures contemporaines de la Caspienne du Nord et du Don. La poterie de la culture Repin se caractérise par de grands récipients à col profilé et à fond arrondi ou plat, fabriqués avec du limon ou un mélange d'argile et de limon, avec quelques ajouts de coquilles broyées et de matière organique. Les surfaces sont lissées et décorées d'empreintes de peigne comme dans Xvalinx. La technologie céramique de la culture Repin serait une preuve de continuité avec la culture antérieure de Xvalinx. Les récipients sont fabriqués à l'aide de moules. Le style de poterie combine des caractéristiques des styles énéolithiques régionaux voisins et présente une continuité technologique avec d'autres cultures steppiques et néolithiques, suggérant l'intégration et le mélange culturel qui ont précédé le développement de la culture Yamna proprement dite. Le type de poterie Repin se retrouve parfois dans la couche culturelle située sous la poterie Yamna, et certaines poteries Yamna anciennes sont impossibles à distinguer du type Repin. La poterie Repin a également été décrite comme très similaire à celle de Srednistog. Les moyens de subsistance chez Repin reposaient probablement sur une combinaison de pastoralisme et de chasse. Les preuves provenant des sites de Repin suggèrent que l'élevage d'animaux était la principale forme de subsistance, comme en témoigne la grosse proportion, 80%, d'os d'animaux domestiques retrouvés sur les sites. Cette proportion d'espèces domestiquées est typique des sociétés pastorales nomades.
David Anthony suggère que la culture Repin s'est peut-être spécialisée dans l'élevage de chevaux destinés à l'exportation vers la Ciscaucasie. Repin a une importance au moins égale à celle de Xialenx en ce qui concerne son influence sur les cultures steppiques postérieures. Anthony suggère que la culture Afanasievo, identifiée de moins 3300 à moins 2400, a été formée par une migration de personnes ayant une culture matérielle du même type que Repin, probablement originaire de la région moyenne Volga-Oural dès moins 3600. Au cours de son développement, la culture Repin s'est étendue pour occuper les régions de la Volga, du Dniepr et du Bas-Don. Cette dispersion de la culture Repin à la fin de l'Énéolithique, période de la métallurgie exclusive du cuivre, qui s'étend de moins 4800 à moins 3300, a contribué à la formation de la culture Yamna. Les éléments de la culture Repin recouvrent une vaste zone des sites qui précèdent les premières colonies Yamna. Certains considèrent cette dispersion comme une colonisation, tandis que d'autres admettent que le développement de la culture Yamna est simplement l'expansion de la culture Repin dans la steppe. En ce qui concerne le langage, David Anthony suppose que les gens de la culture Repin auraient pu parler un dialecte du premier proto-indo-européen. Il propose également que la séparation d'Afanasievo avec la culture Repin représente la séparation du pré-tokarien du début du proto-indo-européen. Nous verrons tout cela dans des vidéos ultérieures. Pour l'heure, ce qu'il est important d'entendre, c'est que les cultures ciscaucasiennes ont une importance primordiale dans le développement culturel des peuples de la steppe eurasienne occidentale et moyenne. Le développement vers la culture Yamna sera en effet le point de bascule qui va transformer les cultures européennes du fameux courant danubien, originaire de Syro-Anatolie, en une épique culture de peuples cavaliers.